Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TVC Nouvelles. On débute ce soir avec une bonne nouvelle. Et oui, c'est la réouverture des sentiers de motoneige dans Prescott-Russell. C'est ce qu'ont annoncé les Comtés unis. Suite à une entente conclue le 7 février dernier avec le club de motoneige de l'Est de l'Ontario, les sentiers de motoneige de la Forêt-Larose et du sentier récréatif de Prescott-Russell sont de nouveau ouverts pour le plus grand plaisir de tous, j'imagine. Il y a un mois, on se rappelle, les Comtés unis de Prescott-Russell avaient annoncé la fermeture d'environ 25 % des sentiers de motoneige entretenus par le club de motoneige de l'Est de l'Ontario, qui comprennent entre autres la Forêt-Larose, propriété des Comtés unis. On parlait ici d'une centaine de kilomètres. C'est que les 8 maires des Comtés unis n'étaient pas vraiment d'accord avec une clause d'assurance de l'Association des clubs de motoneige de l'Ontario. La responsabilité civile de la police d'assurance commerciale était de 15 millions de dollars, mais les comtés demandaient plutôt un montant non fixe. Malgré que les CUPR ne pouvaient pas avoir toute la couverture demandée par leurs assureurs, la municipalité régionale est aujourd'hui persuadée qu'elle est assez couverte pour protéger ses intérêts et ceux des payeurs de taxes. Le directeur de la Forêt-Larose, Louis Prévost, a d'ailleurs expliqué que le fait qu'un certificat d'assurance qui a été fait au nom des Comtés unis était satisfaisant pour eux. La Fédération provinciale de motoneige, la Ville d'Ottawa et les CUPR formeront un comité au début du printemps prochain pour régler les problématiques entourant la couverture d'assurance. Le maire de Russell et président des Comtés unis, Pierre Leroux, s'est dit extrêmement soulagé que les motoneigistes puissent maintenant utiliser les sentiers. Et j'imagine que beaucoup de personnes sont heureuses aussi. Eh bien, la grève du zèle des enseignantes et des enseignants franco-ontariens en est à sa phase 3. Durant cette phase, de nouvelles consignes s'ajouteront à celles de la phase 1 et 2. On s'attend d'ailleurs à une grève générale dans les prochaines semaines s'il n'y a pas d'entente. Le président de l'association, Rémi Sabourin, est clair sur le fait que les attaques se poursuivront dans le but de protéger les droits et les acquis des membres et aussi envers le gouvernement qui maintient ces coupes qui touchent directement les conditions d'apprentissage des élèves. De leur côté, les conseils scolaires semblent continuer à se plier aux décisions du gouvernement en ce qui concerne les conditions d'apprentissage des élèves, comme l'obligation de suivre des cours en ligne qui est imposée à tous les élèves du secondaire, la réduction du choix de cours qui leur est offert et l'augmentation du nombre d'élèves par classe. Les Comtés unis de Prescott-Russell viennent tout juste de recueillir des données concernant l'accès à Internet sur son territoire. Cet exercice a été mis sur pied pour poursuivre les efforts visant à améliorer la connectivité des entreprises. Le président du Conseil des CUPR, Pierre Leroux, a expliqué que les informations recueillies seront utilisées pour aider les fournisseurs de services Internet à planifier l'expansion, dis-je bien, de leur réseau dans Prescott et Russell, et également pour fournir des informations cruciales au CUPR, ce qui permettra de prioriser les zones non desservies ou encore mal desservies. Lors d'un sondage mené auprès de 562 entrepreneurs locaux en 2018, 48 % des entreprises avaient dit éprouver des problèmes en lien avec la vitesse, la connexion ou encore le coût des services Internet. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que lors du dernier conseil de ville de Clarence-Rocklin, le 3 février dernier, le maire Guy Desjardins a parlé d'un projet qui lui tenait à cœur, soit la disparition définitive des sacs de plastique dans tous les magasins de la cité de Clarence-Rocklin. Une initiative qui emboîte le pas à plusieurs autres municipalités du Québec, de l'Ontario et d'autres provinces canadiennes. On compterait une centaine de municipalités à travers le pays qui ont déjà, elles, aboli l'utilisation du sac plastique. M. Desjardins aimerait que ce projet se réalise dans un court laps de temps, assez rapidement en fait. Voyons ce que le maire avait à dire à ce sujet, mais aussi ce que pense le propriétaire de l'Indépendant de Rocklin concernant cette initiative. Regardons-les.
Je suis avec le maire Guy Desjardins, le maire de Clarence-Rocklin. On est à la salle du Conseil. On est le 3 février. Vous avez dit quelque chose de super intéressant qui m'a interpellé. Vous avez parlé des sacs de plastique. Pouvez-vous en parler un petit peu plus? On a eu une présentation de Convex la semaine passée au comté, nous informant que les sacs de plastique employés dans les magasins, à cause qu'il y a trop de couleurs dedans, il n'y a personne qui peut les prendre pour recycler. Trop de couleurs. Trop de couleurs. La couleur, ça a l'air que ça ne fait pas. Alors, ils sont obligés de les envoyer au dépotoir parce que comme c'est là, il n'y a aucun marché. À un temps, ils étaient capables de les vendre pour faire du recyclage. Ça n'existe plus. Alors, j'ai dit, on va regarder. Il y a plusieurs villes au Québec, même Montréal est sur ce penchant-là. La ville de Castleman a passé une résolution qui va venir en effet, je pense que c'est 2021, mais ils veulent la rapprocher. Et puis la semaine passée, Sobeys, je crois que c'est un Sobeys Orléans, a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aurait plus de sacs de plastique, ça serait des sacs de papier. J'ai trouvé ça une bonne idée. Ils sont obligés de les envoyer dans les dépotoirs. Pourquoi qu'on n'arrêterait pas ça en quelque part? Parce que les municipalités ont le droit. En même temps, j'ajouterais des pailles de plastique. Des pailles de plastique, oui, parce que le plastique, ça prend plusieurs années à se décomposer, hein? Oui. Alors, c'est pour ça que je veux enlever ça. C'est pour ça que je l'ai apporté au conseil à soir pour qu'il y ait une chance d'y penser, voir ce qu'il y en a. Et puis, il faut penser que tous les sacs de papier sont faits avec du papier recyclable. Alors, on va aider nos industries à recycler du papier, que ça fait une chaîne qui roule bien. Puis si le papier s'en va aux déchets, bien, ça pourrit en pas grand temps. Comment vous allez procéder? Bonne question. Je fais juste commencer. C'est quelque chose de regarder. C'est une idée. J'ai encore pas mal d'ouvrages à faire. Je vais l'amener au comité d'environnement. Je vais parler avec Convex, voir s'ils veulent venir faire une présentation pour donner à eux autres. Il y a encore, puis parler aux commerçants aussi. C'est ça, j'allais vous demander, allez-vous parler aux commerçants, vous, personnellement? Je m'en vais à la chambre de commerce mercredi, là. J'espère qu'il va y avoir plusieurs gens là. Alors, je vais être capable de l'annoncer, d'avoir leur potentiel à eux autres aussi. On ne fera pas ça tout seul, arriver et dire c'est de même ça va. On va leur en parler parce qu'après, ils payent des bonnes taxes chez nous. Et puis, on veut travailler avec eux autres. Non, pas de dictature. Puis, idéalement, pour terminer, vous aimeriez que ça se fasse dans l'année? Bien, je demanderais qu'après que la résolution sera passée, 1 an plus tard, que ça vienne en effet. Je vous remercie beaucoup, M. Desjardins. Alors, je suis avec Carl Parent, qui est le propriétaire de l'Indépendant à Rocklin. Carl, merci d'avoir accepté l'entrevue. Je voulais savoir, le maire a un projet, et c'est l'abolition complète des sacs en plastique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet qui va évoluer au fil de l'année 2020? Mais moi, je pense que ça fait quand même plusieurs années qu'on prépare les gens à abolir les sacs de plastique. Il y avait eu l'introduction de les frais des sacs, je pense, il y a 10 ans, où on a commencé à charger 5 sous. C'était pas nécessairement pour faire de l'argent, c'était plutôt pour sensibiliser les gens. On offre déjà plusieurs options aussi. Le sac de papier, les sacs réutilisables, les bines vertes. Donc, je pense que les clients sont déjà habitués. Excusez, c'est ce que je voulais vous demander. Quelle est la réaction des gens actuellement vis-à-vis des sacs en plastique? Est-ce que plusieurs prennent leur propre sac? Je dirais peut-être 80% des gens ont déjà leur propre sac ou leur façon d'apporter la nourriture dans l'auto. La plupart du temps aussi, ça va être les gens qui oublient leur sac soit à la maison. On a quand même le client qui va aller courir à l'auto parce que les sacs sont dans l'auto, il revient. Donc, on est quand même flexible avec ça. Donc, je pense pas que ça va faire un gros choc. C'est certain qu'il y a quelques clients qui aiment acheter les sacs pour les utiliser à la maison. Donc, à la place d'acheter un sac de plastique de poubelle, ils vont utiliser ces sacs-là parce que c'est moins cher. Mais je pense que si l'option n'était plus là, ça ne serait pas de problème. Donc, vous voyez ça d'un bon œil, qu'on élimine carrément ces fameux sacs en plastique? Je pense que le Canada, on s'en va là. Il parle de 2021, je crois, qui vont abolir le plastique à usage, des single-use plastics, comme on dit. Mais j'aimerais ça voir non seulement à la municipalité aller de l'avant, mais plutôt à l'échelle provinciale. Juste parce qu'on est tellement proche de la ville d'Ottawa, c'est certain que si les gens d'Ottawa ils viennent ici ou ceux qui travaillent en ville,
ils vont être encore habitués à utiliser les sacs parce que l'option va être là. Mais si l'Ontario peut l'abolir tout d'un coup, ce serait moins un choc à Clarence Rockland. Dernière question, est-ce que ça va engendrer des coûts pour vous, l'élimination? Je pense, tout dépendant, si nous avise d'avance, on va pouvoir liquider le stock qu'on a. Sinon, c'est certain qu'une fois que la loi passe, puis j'ai plusieurs sacs en main que je peux plus utiliser, ce serait peut-être le seul coût que je devrais dépenser pour les faire, soit les emmener à la poubelle ou peu importe, soit du gaspillage. Mais à part de ça, on a déjà toutes les autres options. T'sais. Donc, ça sera pas long pour la transition, puis ça serait pas trop dispendieux. Surtout que c'est pour une bonne cause, pour la planète. Exactement. Je pense que on doit évoluer pour sauver la planète. Peut-être que le monde il regarde ça puis il dit on est un petit village, mais il faut commencer à quelque part. Donc pour moi, je suis pour ça. Carl Parent, merci beaucoup. Alors, un projet très intéressant, surtout quand on sait qu'un sac de plastique prend environ 450 ans à se décomposer, qu'une bouteille de plastique prend, elle, entre 100 et 1000 ans à se décomposer, et qu'une simple paille en plastique, 200 ans à se décomposer. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires ont pris des mesures et interdictions concernant ce problème. Le Canada a entre autres banni les microplastiques comme les microbilles ou microbeads en anglais, qui se retrouvent dans des gels douche ou d'autres produits ménagers, par exemple. Mais l'utilisation demeure tout de même élevée. Les Canadiens utilisent plus de 2 à 3 milliards de sacs de plastique jetables annuellement. Ce qui fait peur dans tout ça, c'est que ces sacs se retrouvent dans la nature après leur usage, au lieu d'être jetés ou recyclés de façon appropriée. Alors, les gouvernements provinciaux ont aussi le pouvoir d'adopter des mesures pour réduire l'usage des sacs de plastique jetables. Par exemple, depuis le 1er juillet 2019, l'île du Prince-Édouard a interdit complètement l'utilisation des sacs en plastique à usage unique. Selon Greenpeace Canada, les Canadiens produisent environ 3,25 millions de tonnes de déchets en plastique chaque année, ce qui, selon le groupe environnemental, pourrait remplir, écoutez bien ça, 140 000 camions à ordures. Le gouvernement fédéral affirme que plus de 150 millions de tonnes de déchets de plastique obstruent les océans du monde entier. Ça, c'est une triste nouvelle. Le 7 février dernier a été consacré aux maladies du cœur au restaurant Friendly's de Rockland. C'est une première pour la propriétaire Dunia Sekale, mais certainement pas la dernière. En organisant cette levée de fonds, elle tient à sensibiliser les hommes, mais aussi les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à subir une crise cardiaque. Et les symptômes sont complètement différents de ceux des hommes. Regardons ensemble le reportage que nous vous avons préparé. Et je suis avec la propriétaire du Friendly's, Dunia Sekale, et Benoît Duquette, qui a été un donneur important. Dunia est l'organisatrice de cet événement-là, l'événement qu'on appelle Heart and Stroke. Dunia, ça fait combien d'années que vous organisez un tel événement? Ça, c'est la première année qu'on fait ça. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que mon père a fait une crise d'attaque, heart and a stroke. Ça fait 2 ans. Alors, je veux faire ça. J'ai des clients qui ont fait un mal à cœur ici, à le restaurant aussi. J'ai des oncles, j'ai des amis qui sont fait ça. Alors, je veux donner quelque chose. Je veux éduquer les gens pour des signes, pour la crise, pour stroke, pour heart. Et aussi, il n'y a pas de recherche pour les femmes qu'il y a pour les hommes. Oui, parce que
les signes d'une crise cardiaque chez une femme sont différents que chez un homme, puis il y en a de plus en plus de femmes. Alors, vous avez répondu au pourquoi à ma prochaine question. Et votre objectif serait d'amasser combien aujourd'hui? C'est parce que ça dure toute la journée, ça, hein? La journée, ça a commencé à 7 h matin jusqu'à 9 h ce soir. Et mon goal, c'est 5 000 pour ramasser. Je suis plus que moitié. Je suis à 3650 maintenant. Plus je 3600, oui. Plus je ramasse d'autres dons pour... Je fais un 50-50. J'ai fait un raffle et des dons que les gens peuvent donner ce matin ou ce soir. J'imagine qu'il va y avoir... Il y a déjà... Oui. Et je donne $1 pour chaque repas aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous m'en aviez parlé. Il est tôt ce matin, il est encore tôt. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont passées. Vous en attendez combien dans toute la journée? Pour toute la journée, je pense qu'on va en être proche de 500 personnes. Oui. C'est beau, ça. Et vous avez à votre gauche Benoît Duquette, qui est un entrepreneur de Rockland? On est voisins ici, Duquette électrique. D'accord. Okay. Et puis, vous êtes un des plus grands donateurs pour l'événement. Pour vous, c'est important. Pourquoi c'est important? Bien, c'est très important. Ça touche tout le monde. On connaît tous quelqu'un directement ou indirectement qui a été touché par une maladie du cœur. J'ai une très proche amie qui a perdu sa petite fille, une enfant plus jeune que mon propre garçon, très récemment, que c'est très important qu'on peut lever des fonds pour ça. Donc, si Dounia en refait un autre l'an prochain, vous allez dire présent? Définitivement, pour sûr. Merci à vous deux. Alors, on est à l'intérieur du restaurant Friendly's et je suis avec Mme Lynn Kenny, qui est la coordonnatrice de collecte de fonds communautaires pour la Fondation des maladies du cœur et AVC. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous parce que vous occupez quand même un poste important. Mais expliquez-nous le poste, en quoi il consiste. En fait, qu'est-ce que je fais? Je travaille de Cornwall, de ma maison à Cornwall. Et je fais plusieurs événements comme celle-ci. Alors, j'en ai à peu près 30 cette année pour différents projets. Alors, on fait du golf, on fait le curling, on fait des quais. Pour ramasser des fonds? Pour ramasser des fonds. Je fais aussi le sauton en chœur dans les écoles. Alors, j'ai 62 écoles qui participent cette année, alors de Hawkesbury aller jusqu'à Brockville. Et eux aussi vont ramasser des fonds. Les jeunes, après que je fais la présentation, ils vont aller ramasser des fonds pour à peu près 3 semaines à 1 mois. Il y a plusieurs programmes. Cette année, j'ai sauton en cœur, j'ai d'aller de porte en porte, ceux qui vont de porte en porte à tous les années au mois de février pour le mois du cœur, et aussi les événements comme celle-ci. Dites-moi, il y a des questions qu'on se pose tout le temps. C'est quoi quel est le pourcentage de crise cardiaque par année? Je n'ai pas exactement le pourcentage, mais je peux dire qu'à tous les 7 minutes au Canada, il y a quelqu'un qui prend une crise de cœur. Alors, c'est beaucoup. On essaie d'élever ce montant-là, ou est-ce qu'il n'y en a pas autant? Mais encore, on vient de loin. Et puis, est-ce que les hommes sont encore les plus touchés par les crises cardiaques? Ça, c'est une bonne question. Les hommes sont encore touchés, pas mal les crises cardiaques, mais les femmes, de plus en plus, c'est plutôt les femmes cette année. Alors, l'argent qu'on ramasse cette année, l'année passée, on le met plutôt chez les femmes. Alors, les recherches qu'on fait, c'est plutôt chez les femmes. Est-ce que les recherches ont été négligées pendant plusieurs années pour les femmes? On a fait toujours nos recherches pour des maladies de cœur. C'était pas pour les hommes ou les femmes. Et puis excusez, mais les symptômes sont complètement différents chez la femme. Oui, chez les femmes, pour des crises de cœur, c'est plutôt dans le dos. Alors, quelqu'un qui va se sentir comme il y a un mal de dos entre le centre du dos, ils vont se dire, j'ai trop travaillé ou c'est du stress. Puis ils vont pas aller voir à l'hôpital. Même chez les docteurs, eux aussi, au commencement, ils pensaient, ils ont fait trop d'ouvrages. Mais là, on reconnaît que c'est des crises de cœur. Alors, c'est ces recherches-là qu'on fait pour faire certain que les femmes sont différentes que les hommes. C'est bien simple. Alors, il faut faire nos recherches de cette façon-là aussi. Et puis, est-ce qu'il y a moyen d'éviter une crise cardiaque? C'est pas évident, là, mais est-ce qu'il y a
Il y a des moyens. Il y a des moyens. Alors, c'est bien manger. Faire des activités au moins 1 heure par jour, ça vaut beaucoup. Chez les enfants, c'est plus facile parce qu'ils sont à l'école puis ils courent plus que chez les adultes. Il y a aussi de ne pas être assis. Asseyez-vous pas trop longtemps. C'est toujours bouger. Il faut toujours bouger. Oui. C'est des bons trucs. Écoutez, Mme Kenny, je vous remercie beaucoup. Puis c'est fantastique que Dounia vous ait ici aujourd'hui. Je peux pas la remercier. Dounia était fantastique. J'ai pas fait un événement de cette façon ici où est-ce que c'est elle qui a tout fait. Alors, oh my gosh, je peux pas dire comment est-ce qu'elle nous dit. Oui, chapeau à Dounia, c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Pierre Beauchamp, un résident de Rockland, qui a déjà fait 2 crises cardiaques. Aujourd'hui, il a 55 ans. Mais à quel âge avez-vous fait vos crises cardiaques, Pierre? La première, c'était à 47 ans. J'avais 47 ans et la deuxième à 49 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 47 ans? Comment c'est arrivé? Le monde doit se poser des questions. Oui, ça surprenait pas mal. À 47, là, j'étais en top shape et puis j'étais en train de pelleter. Je pelletais puis je cassais de la glace. Ça faisait 1h30 que je travaillais dehors. Et puis mon épouse, elle me disait, à un moment donné, elle dit, t'as pas l'air à bien filer. J'ai dit, j'ai de la misère à digérer mes œufs. J'ai pris des œufs avec des fruits le matin. Puis, j'étais en pleine forme. J'ai dit, ça allait bien. J'avais nettoyé ma cour, tout ça. Elle dit, pourquoi tu prends pas une pause? J'ai dit, OK, je prends une petite pause. Fait que je m'assois 5-10 minutes. Et puis ensuite, ça a commencé à avoir des serrements à l'estomac. J'ai dit, ah, ça, c'est bizarre. Fait qu'elle dit, rentre à l'intérieur. On dit, on va regarder ça de proche. Je me suis rendu à la maison. Puis rendu à la maison, c'est là que ça a parti. Là. J'ai réalisé que je faisais une crise de cœur. Okay, vous êtes naturellement allé à l'hôpital. Vos artères étaient bloquées à combien? Et combien d'artères étaient bloquées? Bien, exactement. Moi, l'artère principale était bloquée à 100 OK? J'avais déjà eu, dans le passé, que j'ai su par la suite, là, j'avais déjà eu une artère dans le bas de mon cœur qui est bloquée à 100 et je ne le savais pas, ça. Donc, en réalité, à ce moment-là, à 47 ans, j'avais en réalité 2 artères bloquées à 100 tout ce qui m'a aidé à survivre, écoute, je fais partie du 5 des gens qui survivent l'attaque de cœur que j'ai eu. J'ai eu le Widowmaker qui appelle en anglais, là. Et puis, c'est ça. J'ai été chanceux parce que je suis pas censé être ici présentement, là. Ils vous ont pas mis de... Il n'y a pas eu d'opération, rien? Oui, j'étais directement au Heart Institute. Et puis, quand je suis arrivé là, ça n'a pas été long. Ils m'ont mis sa table d'opération. Et puis, ils m'ont débloqué parce que j'étais bloqué à 100 C'est des petites veines autour de mon cœur qui ont aidé à mon cœur à continuer à battre. C'est ça qui m'a fait que j'ai survécu, parce que sinon, je ne serais pas ici pour en parler. Mais ils étaient à l'intérieur à travers mon poignet, et puis ils ont été me débloquer, et puis ils ont laissé un stent à l'intérieur. Mais par contre, je suis chanceux d'être encore ici, mais malheureusement, j'ai eu du dommage à mon cœur à cause de ça. Donc, je roule avec un cœur à 40-45 pour le restant de ma vie. Le restant, il est mort. Mais par contre, tout va bien. Parce que je suis les programmes, je prends mes médicaments, puis je fais ce que j'ai à faire. C'est le fun de vous voir sourire. La deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la deuxième, on appelle ça un AFib. En français, je ne sais pas comment le dire. C'est une atrial fibrillation, une fibrillation au cœur. Et puis, ça aussi, c'était sérieux. Et puis, j'étais à la maison, la même chose. J'étais assis à regarder la télé. J'avais une semaine assez... J'avais 49 ans. J'avais une semaine assez intéressante au Parlement, suite à la tuerie au Parlement de l'attaque terroriste. Là. Bien, moi, j'étais là-dedans avec mon équipe. C'est nous qui avons arrêté l'individu en question. C'est nous qui a arrêté l'incident, ni plus ni moins. Puis c'était assez occupé, c'était assez stressant comme événement. Et puis une semaine après, jour pour jour, mon cœur commençait à battre drôlement. Et puis ça, c'est causé évidemment par le stress puis la fatigue, tout ça. Donc, ça m'a amené à faire un AFib. C'était la même chose à l'hôpital et puis ça passait proche là aussi encore. Là. Bien, je pense que tout le monde est heureux de voir que vous allez bien. Avec un beau sourire comme ça, ça va aller bien. Je vous remercie beaucoup, M. Beauchamp, de votre participation. Ça me fait plaisir. Pléo et soutien aux parents et valoristes pour enfants et adultes de Prescott Russell ont annoncé le 4 février dernier une nouvelle collaboration entre les deux organismes. C'est qu'on désire offrir un service de soutien plus accru par les pairs aux familles de Prescott Russell. Le nouveau programme prévoit que le Pléo soit présent pendant les heures d'accueil dans 2 sites valoristes où les parents peuvent rencontrer un père aidant aux familles qui les mettent en contact avec des ressources et qui les aident à trouver un moyen d'aller de l'avant. Rappelons que Pléo est une organisation à but non lucratif qui fournit un soutien par les pairs et une aide à la navigation, dis-je bien, dans les systèmes aux parents
et aidant naturel d'enfants et de jeunes confrontés à des problèmes de santé mentale. Valoris est une agence multiservice qui offre des services sociaux aux enfants, adolescents, adultes et leurs familles vivant dans les comtés de Prescott et Russell. Les centres de services de Valoris sont situés à Rockland, à Hawkesbury et Embrun, et le service de soutien est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et voilà, c'est ce qui complète le TVC Nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.